Pendant 9 secondes, mon cœur s'est arrêté. 9 secondes où la ligne sur le moniteur est devenue plate et où l'alarme a hurlé une note de finalité que je n'étais pas prêt à entendre. Quand mes yeux se sont rouverts en papillonnant, ce ne sont pas mes fils que j'ai vus. C'était un unique morceau de papier, plié avec soin, posé sur le plateau roulant à côté de mon lit. Le mot disait « Parti aux Bahamas pour 10 jours. On espère que tu iras mieux à notre retour. » C'était tout. Pas d'appel manqué, pas de fleurs fanées, pas de mains à serrer, juste un itinéraire de voyage. Si vous aimez ce genre d'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire en disant d'où vous regardez. Je me sentais vidé, un homme tenant debout par la grâce de bandages médicaux. Un fin bracelet en plastique avait décoloré une bande pâle sur la peau de mon poignet. L'arrière de ma gorge avait un goût de vieille pièce de monnaie. Les broches de la canule à oxygène tiraient sur mes narines chaque fois que j'osais prendre une profonde inspiration. J'ai choisi de ne pas respirer profondément. Un infirmier se déplaçait avec la grâce tranquille que tous les meilleurs soignants semblent posséder. Son badge indiquait David, le plastique éraflé par une centaine de gardes hâtives. Il a vérifié le goutte à goutte de ma perfusion, a fait un petit ajustement à un tube et m'a dit de me reposer. Il a dit que je leur avais fait une sacrée frayeur. J'ai laissé mon regard dériver vers le mot et j'ai pensé une phrase qui allait devenir ma compagne silencieuse pendant des semaines. Pas à tous. Il a remonté la fine couverture sur ma poitrine, la bordant avec le soin de quelqu'un qui referme un livre qu'il ne veut pas abîmer. Puis il a glissé derrière le rideau et le bip régulier de la machine s'est avancé pour remplir l'espace qu'il avait laissé. J'ai commencé à compter les dalles du plafond parce que les chiffres sont nets et que l'ordre est un réconfort quand le monde a abandonné sa propre logique. 66 dalles au total. 2 étaient jaunies comme de l'ivoire ancien et une avait une fissure fine comme un cheveu qui s'écartait de la grille métallique, comme si le plafond lui-même avait pensé à se fendre mais avait changé d'avis à la dernière seconde. J'ai essayé de me souvenir du moment précis où l'obscurité s'était repliée sur moi. Je me souvenais de la sensation juste avant, un bruit sourd au fond de ma poitrine, comme une porte lourde se fermant au bout d'un long couloir vide, suivi par le son de pas qui s'éloignaient. Un courant d'air frais provenant d'une bouche d'aération serpentait sur ma peau. Les soins intensifs ont cette façon d'étirer le temps, de l'épingler comme un spécimen sous verre. L'aube est arrivée comme une main soulevant lentement un store. Le couloir au-delà de ma chambre s'est éclairci. Les pas dispersés de l'équipe de nuit se sont rassemblés dans le rythme déterminé de la journée. Les voix montaient et descendaient en murmures doux et professionnels. Une infirmière est venue pour la prise de sang, nouant un garrot violet autour de mon bras et me demandant de serrer le poing. Ses mots étaient doux et réguliers. « Vous allez guérir. » Ça prendra juste un peu plus de temps que vous ne le voudriez. L'aiguille est sortie, une boule de coton a été pressée, et pendant un instant fugace, la vie a semblé de nouveau gérable. David est revenu avec un petit gobelet en papier rempli d'eau, sa gentillesse une présence silencieuse qui n'exigeait pas de réponse. Il a posé le gobelet à côté du mot plié, comme s'ils étaient 2 parents éloignés forcés de partager une table à un enterrement. Il m'a dit que le médecin ferait bientôt sa tournée, que mes constantes se stabilisaient. Il m'a demandé si je voulais qu'on ouvre les stores. J'ai dit oui. Ma voix était un râle sec, comme un pied traînant dans du gravier. Il a tiré sur le cordon et le soleil du matin a inondé la pièce, illuminant les grains de poussière qui dansaient dans les rayons dorés, comme des souvenirs qui refusaient de se poser. En bas, le parc de l'hôpital bougeait à un rythme lent et délibéré. Les gens marchaient avec un sentiment de détermination qui semblait étranger et emprunté. La pelouse au-delà de l'entrée principale était d'un vert anormalement vif pour la fin de l'hiver, une couleur obtenue à force d'arroseurs automatiques et d'un programme rigide. Quand il est parti, le silence est revenu dans la chambre, prenant cette fois la forme d'un visiteur silencieux qui s'asseyait sur la chaise près de mon lit et se contentait de regarder. Mes yeux ont de nouveau trouvé le mot. L'écriture était hâtive, le pli était net. Il n'y avait aucune trace de doigt d'une main qui aurait fait une pause, qui aurait hésité avant de partir. J'ai pensé à tous les mots que j'avais écrits pour mes garçons sur des bouts de papier quand ils étaient jeunes. Rentre pour le dîner, n'oublie pas tes crampons, bonne chance pour l'examen. J'avais laissé ces mots sur le comptoir de la cuisine, glissés dans leur boîte à déjeuner, parce que les mots peuvent de garder votre place dans le monde quand vous ne pouvez pas y être vous-même. J'y ai pensé en fixant le petit morceau de papier plié qui prétendait se substituer à de l'amour.
J'ai essayé de faire une liste dans ma tête de ce qui comptait encore. Inspirer, expirer. Le bip métronomique de la machine qui acceptait de compter avec moi. La douleur persistante nichée entre mes côtes, un locataire indésirable sans intention de payer le loyer. Le bord rêche de la couverture qui grattait mon coude. Un hôpital n'est qu'un ensemble de petits inconforts persistants, une symphonie d'irritation conçue pour vous rappeler que vous êtes en fait toujours là. Je les ai acceptés un par un comme des factures en retard sur une table. Puis, j'ai laissé mon regard dériver. La courbe en plastique du masque à oxygène, mon propre visage s'y reflétant, déformé et incomplet. J'ai détourné le regard avant de devoir admettre à quel point c'était juste. Un aumônier s'est arrêté, sa voix douce, un presse-papier à la main. Il m'a demandé si je voulais parler. Je lui ai dit que j'avais épuisé mes mots pour le moment. Il a hoché la tête et a laissé une petite carte avec une simple croix dessus. Elle reposait sur le plateau à côté du mot de vacances, deux idées opposées qui ne pouvaient trouver de terrain d'entente. Une femme avec un badge « planification de sortie » est passée plus tard, armée d'une liasse de brochures. Livraison de repas, barre d'appui, service à domicile. Elle m'a interrogé sur mon système de soutien familial, ses yeux dans les miens, tandis que son stylo survolait une case à cocher sur son formulaire. J'ai regardé le stylo faire sa marque. Le patient indique un soutien limité à domicile. Elle a posé une main sur mon avant-bras et a offert la même phrase creuse que les adultes utilisent quand ils veulent vous donner plus d'espoir qu'ils ne peuvent emporter eux-mêmes. Vous allez vous en sortir, il faut juste du temps. Je l'ai remerciée parce que la gentillesse compte toujours, même quand elle est construite à partir de phrases préapprouvées. Le soir, l'aile de l'hôpital s'est installée dans un rythme différent. Les portes se sont refermées dans un soupir. Les chariots roulaient doucement dans les couloirs. Les moniteurs tenaient leur conversation silencieuse et codée. Le climatiseur expirait à un rythme régulier, faisant trembler le rideau près de mon lit comme un vieil homme hésitant au bord d'un lac froid où il nageait autrefois enfant. Au coin du couloir, j'ai entendu David répondre au téléphone d'un ton feutré. Il a dit mon nom de famille, suivi du mot « stabilisé ». Il a dit « conscient ». Il a posé une question, a fait une pause, puis a laissé échapper un soupir par le nez. Un son qui m'a dit qu'il venait d'offrir un pont et avait vu quelqu'un refuser de le traverser. Le téléphone a cliqué en se raccrochant. Les machines ont continué leur chanson à une seule note. Quand je dormais, des images vacillaient dans mon esprit comme un vieux projecteur de diapositive. Un quai en bois sur un lac gris, des vers de terre se tortillant dans une boîte de café, l'odeur persistante d'essence sur mes doigts alors que je bricolais le moteur du bateau pendant que le soleil n'était encore qu'une rumeur à l'horizon. Hélène se tenait sur le seuil de la porte-fenêtre, une tache de farine sur la joue et un sourire qui pouvait aplanir la journée la plus rude. La boussole ancienne que son père m'avait offerte le jour de notre mariage. Elle l'avait pressée dans ma main et m'avait dit de naviguer avec amour, pas avec peur. J'avais ri et lui avais promis que je m'occuperais des garçons, du crédit immobilier, des gouttières qui fuient et de toutes les autres satanées choses qui essaient de vous désancrer si vous détournez le regard une saison de trop. Je me suis réveillé vers 3 heures du matin au son d'une alarme faible, qu'une infirmière a coupé avec des doigts experts et doux. Elle a ajusté un capteur sur ma poitrine et m'a dit que j'allais mieux que je ne le sentais probablement. J'ai choisi de la croire parce que parfois un étranger est le seul à pouvoir vous tendre une vérité pour laquelle vous n'avez pas à payer. Elle a disparu aussi vite qu'elle était apparue, ramenée par le courant incessant des effectifs hospitaliers. Je suis resté allongé là, dans le silence profond qui n'appartient qu'au couloir vide et au vaste parking désert. J'ai regardé la carte de l'aumônier avec sa croix et j'ai regardé le mot plié de mes fils et je les ai disposés côte à côte dans mon esprit. Je n'ai touché ni l'un ni l'autre. Mes mains portaient plus d'histoire que je ne pouvais en supporter à ce moment-là. Le matin est arrivé avec une aide-soignante qui tirait les rideaux et un kinésithérapeute respiratoire qui ressemblait à un nageur ayant appris à retenir sa respiration pour les autres. Le cardiologue est arrivé avec une petite suite et l'habitude professionnelle d'utiliser le « nous » de majesté. Nous sommes encouragés, nous continuerons à surveiller. Nous nous attendons à une amélioration constante. Il a dit que les chiffres s'amélioraient. Il a dit que j'avais fait peur à tout le monde. L'expression de mon visage a dû me trahir, car il a jeté un coup d'œil aux mots sur le plateau. J'ai juste dit « merci ». Les mots semblaient être une pièce rare que j'avais encore dans ma poche, une que personne n'avait encore réussi à me prendre. Ils m'ont transféré dans une autre chambre, une avec une fenêtre qui offrait une tranche de ciel.
Une fine ligne rose s'étirait à l'horizon, comme un seul fil passé à travers un bouton, une couture que vous espérez voir tenir. J'ai regardé les gens sur le parking en bas, se déplaçant avec détermination, portant des cafés qui fumaient comme de petites tempêtes indulgentes. Quand on est malade, le monde extérieur ressemble à un film tourné à la mauvaise vitesse d'obturation. Un conducteur ouvrant une portière de voiture, une mère stabilisant la main de son bambin, un homme en costume vérifiant son téléphone comme s'il lui devait plus de temps qu'il n'en donnait au reste d'entre nous. Je voulais être n'importe lequel d'entre eux parce qu'aucun d'eux n'avait un mot posé sur sa table de chevet qui transformait un père en un simple point sur une liste de choses à faire. David est entré avec une bassine d'eau chaude et m'a aidé à me laver le visage, de la manière dont un fils aide son père quand les années ont rendu ses mains moins sûres. Il l'a fait sans la moindre trace de pitié. La pitié est un manteau qui ne va jamais bien. Il m'a demandé si je voulais essayer de m'asseoir. Nous avons bougé lentement, le monde basculant d'une manière qui m'a donné un nouveau respect pour la gravité, une vieille amie qui insiste toujours pour avoir le dernier mot. Je me suis assis, j'ai respiré, et j'ai attendu que le vertige passe. Il a parlé du temps, comme si le temps et moi avions des affaires importantes à reprendre bientôt. C'était une gentillesse qui ne lui coûtait rien, mais qui m'a acheté 1 minute de dignité. Plus tard, une bénévole a poussé un chariot chargé de livres de poche usés, de petits puzzles et d'un bol de bonbons à la menthe dans des emballages rouges crissants. Elle m'a demandé si je voulais un livre. Je lui ai dit que je préférerais emprunter une horloge qui tic-tac un peu plus lentement. Elle a ri du genre de rire qui vient de quelqu'un qui a entendu le chagrin déguisé en humour plus de fois qu'elle ne peut en compter et qui refuse toujours de lui montrer la porte. Elle a laissé un bonbon à la menthe à côté du mot et m'a dit que je pourrais en avoir un autre si je sortais de là avant le dîner. J'ai promis que je ferais de mon mieux pour respecter son délai. La journée s'est étirée. Un technicien a attaché un nouveau moniteur à ma poitrine, m'avertissant que l'adhésif pourrait me démanger. C'est comme ça qu'on sait qu'on revit, a-t-il dit. La nourriture est arrivée sur un plateau qui faisait de son mieux pour être un repas. J'ai piqué une fourchette dans les haricots verts et j'ai mangé parce que le corps tient ses propres comptes et se moque de votre opinion sur la cuisine d'hôpital. Un agent d'entretien en blouse bleue est entré et a nettoyé le sol en gestes silencieux et réguliers. Il fredonnait un air que je n'ai pas pu reconnaître. Il m'a fait un signe de tête, le genre de respect d'artisan que je reconnaissais après des décennies sur les chantiers. Il avait un travail à faire, et moi aussi, et nous le faisions tous les deux comme des hommes qui comprenaient le coût de laisser les choses glisser. En fin d'après-midi, j'ai demandé un morceau de papier à David. Il m'a demandé si j'écrivais une lettre. « J'écris une liste », ai-je dit. Il a apporté un petit bloc-notes et un stylo avec un capuchon bleu qui cliquait avec un son satisfaisant, me rappelant toutes les réunions de conseil ennuyeuses que j'avais endurées et oubliées. Sur la première ligne, j'ai écrit l'inventaire le plus simple que je pouvais imaginer. J'ai écrit mon nom, la date et le mot « souffle ». J'ai ajouté 3 autres mots en dessous : force, honnêteté, temps. J'ai laissé un espace délibéré entre chaque mot, comme si le vide lui-même pouvait servir de mortier. J'ai regardé le mot de mes fils. J'ai copié les mots exacts qu'ils avaient écrits. Parti aux Bahamas pour 10 jours, on espère que tu iras mieux à notre retour. J'ai posé le stylo et j'ai laissé l'encre sécher sur la page. Vers le soir, le ciel a accompli son tour de magie quotidien et silencieux, adoucissant les contours de la ville en forme vague et douce. Les lumières du parking se sont allumées une par une, comme des pensées mûrement réfléchies. J'ai fermé les yeux et j'ai écouté le son de l'air circulant grâce à une machine qui n'exigeait aucune gratitude pour continuer son travail. Les gens parlent des révélations comme si c'était des événements bruyants et bouleversants, comme des orages. La mienne est arrivée tranquillement, comme un homme s'asseyant après avoir réalisé que la dispute qu'il évitait avait déjà été réglée sans lui. Je n'allais rien demander aux personnes qui avaient laissé ce mot. Je n'allais pas leur expliquer que les pères sont les hommes qui tiennent des lampes de poche sous les voitures, qui attendent dans les gradins les soirs froids, qui font semblant de ne pas entendre quand la voix d'un garçon mue parce qu'elle grandit. Je ne deviendrai pas une personne qui mendie la décence humaine la plus élémentaire. J'avais un cœur qui avait réappris à trouver son rythme. Je garderai mon propre tempo avec ça. Une aide soignante a apporté mes médicaments du soir dans un petit gobelet en papier. Les pilules avaient la couleur d'un trottoir après la pluie. Elle a vérifié mon bracelet et a regardé pendant que je les avalais. Elle a souri et m'a dit que le sommeil est une sorte de médicament qu'ils n'ont pas encore trouvé comment facturer. Je lui ai dit que j'en prendrais autant que je pourrais.
Elle est partie et la chambre s'est installée dans une humeur qui appartient aux télévisions éteintes et aux enfants qui se sont enfin endormis sur la banquette arrière lors d'un long trajet en voiture. J'ai fixé le mot sans cligner des yeux jusqu'à ce que mes yeux commencent à pleurer. Puis j'ai laissé tomber une seule larme parce que le sel est une façon de mesurer la perte et parce que je n'ai jamais cru qu'être un homme signifiait qu'il fallait jeter les instruments qui disent la vérité. Je me suis essuyé le visage avec le dos de ma main et j'ai laissé la petite gêne du geste me traverser et disparaître dans le drap de lit. Elle n'a laissé aucune marque. Toutes les marques ne demandent pas la permission de rester. Certaines sont assez décentes pour partir d'elles-mêmes une fois que vous avez appris ce qu'elles sont venues vous enseigner. Il y a une différence entre être seul et être abandonné. La solitude peut être un choix. Ce peut être une chaise sur une terrasse à l'heure bleue et tranquille après le coucher du soleil avec une tasse qui conserve encore un peu de chaleur. L'abandon est une soustraction, un acte accompli par d'autres sans votre consentement. Je suis resté allongé là et j'ai fait le calcul. 9 secondes empruntées à l'oubli. Un mot qui a tenté de transformer un père en une pensée après coup. Un infirmier qui n'arrêtait pas de m'appeler par mon nom de famille, comme si les syllabes elles-mêmes méritaient le respect. Une ville derrière ma fenêtre qui n'avait aucune idée que j'étais parti et revenu. Le calcul ne tombait pas juste, mais j'ai compris la leçon quand même. On n'attend pas les gens qui se sont déjà entraînés à partir. Quand l'infirmière de nuit est venue vérifier mes constantes, je lui ai demandé si elle pouvait me donner la boussole qui était arrivée à l'hôpital dans un petit sac en plastique avec mes effets personnels. Elle me l'a tendue doucement, de la manière dont une petite fille pourrait tendre un héritage familial à un grand-père en qui elle a confiance pour en connaître l'histoire. J'ai pressé le métal froid contre ma paume, puis contre le point sensible sur mon sternum où la douleur avait planté sa tente. J'ai ouvert le couvercle en laiton et j'ai écouté le clic subtil, un son qui appartenait à une vie bâtie sur de longues journées de travail et de silencieuses promesses. Le son ne se battait pas avec le bip des machines autour de moi, il gardait son propre conseil. Je comprenais ça. Le temps est le seul héritage que personne ne peut vous vendre, à moins que vous ne les laissiez le mesurer pour vous. J'ai mieux dormi que je ne l'aurais cru. Quand je me suis réveillé juste avant l'aube, la chambre était remplie de cette lumière pâle et indécise qui rend tout temporaire. Les lignes sur le moniteur traçaient leurs petites collines et vallées familières. L'oxygène qui circulait dans la canule sentait moins la machine et plus l'air simple. David est entré avec un sourire qui suggérait que les matins étaient dans sa partie préférée de la journée parce qu'il donnait toujours tort à la nuit. Il m'a dit que la tournée des médecins serait matinale. Il m'a demandé si je voulais qu'on ouvre les stores. J'ai hoché la tête. Il a tiré le cordon et m'a remis dans le monde. Je lui ai posé une question que je n'avais pas prévu de poser à qui que ce soit. Je lui ai demandé combien de temps les gens restent généralement en colère avant de décider de faire quelque chose. Il a fait une pause d'1 seconde, comme le fait une personne qui sait que la réponse n'est pas universelle. Il a dit que certains hommes laissent la colère devenir une chaise dans laquelle ils s'assoient jusqu'à ce que le coussin épouse leur forme. D'autres se lèvent pendant que la colère est encore nouvelle et marchent vers tout ce qui n'est pas la chaise. Il m'a demandé tranquillement quel genre d'homme je pensais être. Je lui ai dit que je ne savais pas encore. Il a hoché la tête comme si cela en soi était une forme de savoir. Le petit déjeuner est arrivé sous un dôme en plastique qui essayait de piéger la chaleur mais ne réussissait qu'à retenir la vapeur. J'ai tout mangé parce que votre corps a déposé une plainte et que les règles existent pour une raison. Après, j'ai pris le mot et je l'ai tenu dans ma main. Il ne pesait pas lourd. La plupart des verdicts ne pèsent pas lourd. Ils reposent sur du papier bon marché et la supposition que vous ferez le gros du travail pour eux. Je l'ai posé à côté de la carte de l'aumônier et du bonbon à la menthe que j'avais gardé comme un garçon stupide qui pense encore qu'un petit bonbon peut réparer un mauvais après-midi. J'ai décidé alors que je garderais le mot, pas comme une preuve pour qui que ce soit d'autre, mais comme une petite boussole qui pointait loin de son origine. L'assistante sociale est revenue avec une nouvelle série de brochures. Soins à domicile, un service de transport, une liste de numéros à appeler si les escaliers ressemblaient à une chaîne de montagnes. Elle a demandé si quelqu'un serait à la maison pour m'accueillir. Je lui ai dit que la porte connaissait mon nom et que pour l'instant ce serait suffisant. Elle a eu l'air de vouloir discuter, mais elle s'est ravisée. Elle a touché le dos de ma main et a dit les mots les plus doux qu'un étranger puisse dire à un autre. Je vais noter ce qui est important. Elle l'a fait, et quand elle est partie, la pièce semblait plus légère du poids d'une bonne action accomplie sans public.
Au moment où on m'a poussé vers l'ascenseur, les couloirs de l'hôpital avaient adopté ce rythme vif du début d'après-midi. L'odeur de nettoyant au citron ne parvenait pas tout à fait à masquer l'odeur plus ancienne de la maladie et de l'eau de Javel. Le miroir de l'ascenseur m'a montré un homme dont les cheveux s'étaient éclaircis pendant l'hiver et qui avait beaucoup appris sur la respiration. Il ne me déplaisait pas. Il ressemblait au genre d'homme qui embaucherait des gars ayant besoin d'une seconde chance et qui respecterait le calendrier des paix même lorsque la trésorerie était tendue. Mon visage portait un pli au coin de ma bouche qu'Hélène avait l'habitude de presser avec son pouce quand elle voulait que je m'adoucisse. Il ne s'est pas adouci. Il n'en avait pas besoin. Le chauffeur du transport, un homme nommé Léon, fredonnait quelques mesures d'une chanson dont il ne se souvenait pas des paroles. Il m'a interrogé sur un match de foot que je ne suivais plus. Je lui ai dit que le score ne m'importait plus comme avant. Il a hoché la tête comme un homme qui avait perdu, trouvé et perdu à nouveau. Il a roulé doucement sur un nid de poules que la municipalité avait promis de combler l'été dernier. Les vitres de la camionnette donnaient au monde l'aspect d'un film d'une autre époque. J'ai regardé la ville défiler comme si on me redélivrait un permis de la remarquer. Nous nous sommes arrêtés à la pharmacie. Le préparateur a rempli un sac en papier blanc de flacons de médicaments qui cliquetaient les uns contre les autres comme des dents mal fixées. J'ai payé avec une carte et un peu d'argent liquide, leurs différentes textures me ramenant sur terre. L'argent n'est pas l'amour. Et ce n'est pas le respect, mais c'est parfois la preuve que vous existez dans un monde où quelqu'un a essayé de vous effacer. De retour dans la camionnette, j'ai tenu le sac contre mes côtes comme un petit animal confiant. Léon a pris à gauche, puis à droite, et les routes ont commencé à serpenter vers le quartier où j'avais pelleté la neige, entraîné l'équipe de foot du quartier et appris à un adolescent comment conduire une voiture à boîte manuelle sans griller l'embrayage. Alors que nous tournions dans ma rue, j'ai senti un changement dans ma poitrine qui n'était pas médical. Les maisons s'alignaient comme des dents fidèles et solides. Les porches faisaient face à la lumière du matin, comme s'ils attendaient de bonnes nouvelles. Les pelouses essayaient d'être honnêtes. L'air avait cette pureté qu'il acquiert après une pluie, même quand il n'y en a pas eu. Léon s'est garé sur le bord de la route et a fait le tour pour ouvrir la porte latérale. Il a porté mon sac jusqu'au porche, un homme élevé à considérer le poids que les autres portent. Il m'a demandé si j'avais besoin qu'il m'accompagne à l'intérieur. Je lui ai dit que j'aimerais poser ma propre main sur ma poignée de porte. Il a hoché la tête et s'est reculé, regardant sans être envahissant. Je ne franchirai pas ce seuil tout de suite dans ce récit. Cette partie de l'histoire vient plus tard, car c'est là que la maison et moi aurons notre première vraie conversation. Pour l'instant, je terminerai là où ce chapitre a toujours été censé se terminer. Dans un lit d'hôpital, dans une camionnette, dans l'espace silencieux entre les deux, avec un mot plié qui a essayé de m'apprendre ce que signifie la famille et a échoué, avec une boussole dans ma poche, son aiguille stable, comme un professeur qui refuse d'élever la voix, avec la compréhension que la trahison n'a pas besoin d'une grande scène. Elle peut faire son œuvre en une seule phrase, posée là et laissée derrière. Mais elle peut aussi échouer quand un homme choisit de laisser le silence être un pont et non une tombe. Si vous écoutez ceci parce que vous avez été là où j'ai été, je vous dirai la seule leçon qui vaille la peine d'être emportée d'une pièce pleine de machines. N'échangez pas votre dignité contre des excuses qui n'ont jamais été écrites pour vous. Prenez votre souffle, prenez votre temps, prenez le papier qu'ils vous ont laissé et décidez ce que vous allez construire avec. Certains hommes le froissent, certains hommes l'encadrent. J'ai placé le mien dans un livre qui ne sera jamais brûlé et j'ai tourné la page. Le premier son que ma maison a fait n'était pas le craquement d'une lame de parquet ou le grognement d'une canalisation. C'était le tic-tac silencieux du boîtier de la boussole contre ma chemise, alors que la camionnette de Léon s'éloignait du trottoir. Elle semblait plus lourde qu'avant, de la même manière qu'un outil familier semble différent après un long hiver loin de vos mains. J'ai pressé ma paume contre elle, le métal froid une présence stable, et pendant un instant, je n'étais plus un homme avec le fantôme de ruban adhésif médical sur les bras. J'étais de retour dans une cuisine peinte d'une nuance de jaune dont Hélène avait insisté qu'elle rendait les matins plus doux. Elle se tenait près de la fenêtre, poussant la boussole dans ma main, inclinant la tête de cette façon qu'elle avait quand elle voulait qu'une promesse tienne. « Prends soin d'eux, Arthur », avait-elle dit, la phrase ayant un double sens. « Protège-les et élève-les, garde-les et aide-les à grandir. » Je me souviens lui avoir dit que je comprenais la différence, que je ne confondrais pas subvenir à leurs besoins avec les éduquer. Elle avait souri, le genre de sourire qu'une personne donne quand elle espère profondément que vous avez raison. Le porche sentait le chêne humide, bien qu'il n'ait pas plu depuis des semaines. Je suis resté un instant sur la marche supérieure,
les deux mains sur la rampe, laissant ma respiration entrer et sortir sans en faire toute une histoire. Les hommes de mon âge apprennent à traiter la respiration avec un certain respect. La clé de secours était autrefois dans une tortue en céramique sous la jardinière. Cette tortue avait vu deux garçons faire la course à vélo dans l'allée, une femme rentrer les courses et un homme réparer un volet desserré sous une averse. Quand j'ai cherché dans le creux où sa carapace cachait autrefois un petit cercle de laiton, mes doigts n'ont trouvé que le vide. J'ai connu des vides pires, mais j'ai ressenti celui-ci tout de même. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. La serrure principale a tourné, mais le pêne dormant n'avait pas été actionné. Liam n'avait pas pris la peine de sécuriser de l'intérieur en partant. La maison a semblé expirer lorsque j'ai franchi le seuil. Les maisons respirent. On peut l'entendre dans la façon dont le vieux bois s'installe et les conduits se raclent la gorge lorsque le chauffage se met en marche. Cette respiration était différente. Elle sentait la peinture fraîche essayant de se faire passer pour une possibilité, mais elle a échoué parce que la vérité de ce qui se trouvait en dessous refusait d'être recouverte. J'ai posé le sac de la pharmacie sur la console de l'entrée et j'ai placé la boussole à côté, une déclaration silencieuse à la maison que nous allions parler franchement. La lumière de l'après-midi découpait le sol en longs rectangles honnêtes, trouvant la poussière comme de vieux amis vous trouvent à un enterrement. Le tapis du salon avait été aspiré en ligne obsessionnellement droite. Le canapé était poussé contre le mur à un angle qui n'avait aucun sens pour y vivre, seulement pour montrer. Il faisait face à un mur nu qui avait été peint d'une couleur dont on lit le nom sur un nuancier et qu'on oublie aussitôt. Ciel d'hiver, peut-être, ou gris colombe. Des noms qui tentent de transformer l'air en une marchandise. J'ai tout examiné, pièce par pièce. La maison était un mensonge poli. De nouveaux coussins qui n'avaient jamais connu une tête humaine. Une couverture drapée avec la nonchalance calculée d'un styliste. La table basse était nettoyée de toute trace de verre et d'histoire. Et sur un buffet près de la fenêtre, une pile de cadres photos était retournée, face contre table. J'ai pris celui du dessus, sentant le verre bouger sous mes doigts. Le cadre était simple, en bois sombre, comme Hélène aimait les choses qui ne s'excusaient pas d'être ordinaires. Quand je l'ai retourné, une fissure en diagonale courait du coin inférieur droit au coin supérieur gauche, une ligne blanche nette coupant le visage d'un homme plus jeune et d'une femme dont les yeux captaient la lumière comme de l'eau claire. Notre photo de mariage. Pas sur un mur, dans une pile. On pourrait passer toute la journée à inventer des métaphores, mais celle-ci n'avait pas besoin d'aide. Parfois, une fissure n'est qu'une fissure, et parfois, c'est une conclusion. Il y a des moments que vous manipulez comme du verre fragile, et il y a des moments que vous devez poser parce que vos mains ne sont pas assez fortes et que votre fierté a enfin appris à cesser de faire semblant. J'ai reposé le cadre sur la pile, mes doigts s'y attardant une seconde. Ce n'était pas une prière, c'était juste une habitude, une façon de dire « je te vois et je connais encore ton nom ». J'ai regardé autour de moi et j'ai vu l'espace vide où le grand tableau du lac avait été accroché pendant 20 ans. Le mur portait sa pâle silhouette comme un cachet effacé. Les lieux se souviennent de ce qui comptait si vous laissez vos yeux apprendre à lire les fantômes. Je suis entré dans la cuisine et le léger écho m'a dit qu'il manquait quelque chose. Notre cuisine avait toujours eu un son doux et encombré, car Hélène croyait que les pièces avaient besoin de choses qui tintent et qui raclent pour qu'une journée ressemble à une journée. Il y avait de nouveaux tabourets de bar stériles et une corbeille de fruits remplie de citrons en plastique brillant. Mais la table était la même. La table ne mentait pas. Elle portait les rainures de deux garçons grattant leurs fourchettes quand les brocolis étaient la seule chose qui se dressait entre eux et le dessert. Elle avait la légère marque de brûlure de la fois où une fusée miniature était tombée et avait roussi le coin, un secret que personne ne m'a raconté jusqu'à ce que la lumière du soleil du dimanche la trouve en premier. On apprend la vérité d'une famille par les dégâts qu'elle décide de garder. La brochure d'un agent immobilier trônait au centre de la table comme un invité confiant et non sollicité. Charmante maison de plein pied pour une jeune famille. Je ne l'ai pas prise. Je n'avais aucun intérêt à lire ma propre vie décrite avec des adjectifs qui n'avaient jamais payé un crédit immobilier. Au lieu de cela, je suis resté immobile et j'ai écouté. C'est une astuce que j'ai apprise aux jeunes architectes sur un chantier quand ils pensaient pouvoir réparer un défaut structurel avec de l'optimisme. Restez immobile, disais-je. Laissez le bâtiment vous dire ce que vos yeux refusent de voir. Le réfrigérateur bourdonnait. Le lave-vaisselle avait tourné et était resté ouvert, le panier supérieur sorti de quelques centimètres comme une langue incertaine de l'endroit où se reposer.
Sur le comptoir, une pile soignée de stylos d'un prêteur immobilier local était parfaitement alignée avec le bord du granit. Je connais la forme d'un stylo emprunté. C'est l'outil qu'on vous donne avant de commencer à vous demander des réponses. La mémoire entre sans frapper. J'ai vu Lucas, à 6 ans, une tache de sauce pizza sur la joue, insistant sur le fait qu'il pouvait compter jusqu'à 100 sans s'arrêter si seulement on le laissait veiller tard. J'ai vu Liam à 10 ans, mémorisant le schéma de câblage à l'intérieur d'un couvercle de boîte à fusibles parce qu'il pensait que les hommes adultes étaient des magiciens et qu'il voulait apprendre le tour. J'ai vu Hélène à ce même évier, lavant un plat à tarte, me disant que la seule chose que nous pouvons vraiment donner à nos enfants est notre temps. Tout le reste, avait-elle dit, n'est que de l'emballage. Elle s'était séché les mains et avait appuyé sa paume à plat contre mon sternum, car elle disait que cela m'aidait à mieux écouter. « Prends soin d'eux, Arthur. » Je lui avais dit que je ne perdrais pas de vue lequel d'entre nous avait besoin de soins à un moment donné. Elle m'avait appelé son soldat têtu, avec un sourire qui faisait de ce mot un titre que je voulais mériter. La maison ressemblait maintenant à une étrangère essayant de se faire passer pour une parente éloignée. La vieille lampe à la base ébréchée avait disparu, remplacée par une chose élégante et moderne avec un abat-jour qui ne tolérerait jamais un grain de poussière. Le coin où je gardais ma boîte à outils abritait maintenant une échelle décorative avec une seule couverture parfaitement pliée drapée sur un barreau. Une couverture destinée à suggérer le confort dans une vie où le confort avait été troqué contre de la mise en scène. J'ai descendu le couloir lentement, comme un homme apprenant une nouvelle démarche, et je me suis arrêté à la porte de la pièce qui avait abrité un sapin de Noël chaque mois de décembre, depuis que nous pouvions nous en offrir un plus grand qu'un garçon. La moquette montrait encore un cercle pâle là où se trouvait le pied du sapin. Je ne suis pas entré. Le deuil manie une hache dans cette pièce, et j'ai décidé de le laisser frapper dans le vide cette fois. Quand on rentre à la maison après des jours qui ont commencé par des alarmes d'hôpital, on n'a pas besoin de plus de drame, on a besoin d'honnêteté. J'ai ouvert le placard du couloir, où nous rangions les manteaux, les gants et la boîte de piles assorties qui n'avaient jamais la taille dont on avait besoin. Ma vieille veste d'hiver, la lourde tachée d'un peu d'huile de chauffage, était pliée sur l'étagère du haut. L'odeur de cèdre et un soupçon de garage vivaient encore dans ses fibres. Quelqu'un l'avait mesurée pour un don. Un sac en plastique transparent était posé à côté, comme un acheteur patient. J'ai descendu la veste et j'ai glissé mes bras dans les manches. Son poids familier s'est posé sur mes épaules, et pendant une seconde, j'étais de retour dans une pièce où nous dormions tous les 4 sous une pile de couverture pendant une panne de courant, 2 petites têtes chuchotant des secrets qui dérivaient du sommeil jusqu'aux oreilles d'un père. Cette veste n'était pas pour la charité, elle était pour l'hiver, et elle était pour tenir une promesse à une version de moi-même qui avait porté des garçons endormis à travers une pièce parce que leurs pieds étaient froids. Mon téléphone a vibré sur le comptoir, je ne l'ai pas pris. Au lieu de cela, j'ai trouvé la boîte en métal où Hélène gardait les clés de rechange, les factures à payer et les trombones dorés dont elle jurait qu'ils avaient une meilleure prise que les argentés. À l'intérieur se trouvait le registre relié en cuir où j'écrivais chaque mot de passe que je ne pouvais pas faire confiance à ma mémoire pour retenir. La première page portait le nom de Liam, dessiné de la main soignée d'un enfant il y a des années, quand il était fier de m'apprendre à combiner des lettres et des chiffres d'une manière que la banque accepterait. Il avait dessiné un petit smiley de travers à côté de son nom. Je l'ai regardé et j'ai décidé de laisser ce petit garçon vivre. Je pouvais contenir le mépris et la miséricorde dans la même pièce tant que je gardais la porte ouverte et la fenêtre entr'ouverte. Les deux deviennent agités. Les deux brûlent de l'oxygène. Les deux ont besoin de surveillance. J'ai pris le registre et la boussole et je me suis dirigé vers la chambre. Le lit avait été défait et refait avec une couette qui ne nous appartenait pas. C'était un lit d'hôtel, conçu pour ne contredire personne. Sur la commode, un vase contenait des branches sèches qui ne perdraient jamais leurs feuilles. À côté, un dossier en manille était ouvert, comme si quelqu'un venait de s'éloigner. Je n'ai pas regardé à l'intérieur, pas encore. Le miroir au-dessus de la commode montrait un homme qui avait réappris la forme de sa propre mâchoire. Mes cheveux s'étaient éclaircis plus que je ne l'avais réalisé, mais mes yeux n'avaient pas perdu leur insistance. J'ai connu des hommes qui craignent de se voir à certains âges. Je n'en fais pas partie. Mon visage est un registre à lui tout seul, et il a été tenu avec un soin décent. J'ai posé la boussole sur la commode. Elle tic-taquait doucement, comme un vieil ami comptant les minutes jusqu'au dîner. Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai laissé mes épaules se détendre.
Un cardinal a appelé depuis la haie à l'extérieur, et pendant une seconde, j'ai pensé au nombre de matins où j'avais ignoré ce même appel parce que ma liste de choses à faire était plus longue que la cafetière n'était rapide. On n'apprend pas ce qui compte quand la vie est généreuse. On l'apprend quand on ne peut pas se lever sans le prévoir d'abord. Les leçons qui vous sauvent ont tendance à être celles que vous auriez jetées quand vous pensiez être trop occupé. J'ai entendu des pas dans le couloir. Pas le pas lourd d'un étranger, mais le pas prudent d'un fils qui sait quelle lame de parquet soupire. Liam est entré dans l'embrasure de la porte, une tasse de café en carton à la main, son nom griffonné sur le côté comme un rappel pour un barista qui l'oublierait une minute plus tard. Il s'est arrêté net quand il m'a vu. Pendant un instant, son visage a parcouru 3 expressions, la surprise, le soulagement, puis le calcul. Je me suis levé et j'ai fait un léger signe de tête, laissant le silence faire le travail. Il m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose. J'ai dit que j'avais besoin de temps. Il a baissé les yeux sur la tasse et a dit qu'il pouvait faire les courses, rentrer le courrier, prendre des échantillons de peinture. J'ai dit que les courses seraient utiles. Il a dit qu'il pouvait être de retour dans 1 heure. Il n'a pas croisé mon regard en se tournant pour partir. La porte d'entrée s'est fermée et la maison a recommencé à respirer à son nouveau rythme étrange. Seul à nouveau, j'ai ouvert le dossier en manille. Je ne me suis pas précipité. Les gens qui ont été bousculés par la vie ne lui doivent pas la vitesse en retour. Les papiers étaient disposés dans un ordre destiné à ressembler à une permission. Liste d'actifs, numéro de compte, signature. J'ai passé mon doigt sur un sceau de notaire en relief et je me suis souvenu d'une petite intervention médicale il y a 2 ans et du brouillard de morphine qui avait rendu le monde à la fois bienveillant et peu fiable. « Prends soin d'eux, Arthur », avait résonné dans ma tête alors aussi. J'avais pensé qu'une signature était une corde de secours utile. Je n'avais pas réalisé qu'elle pouvait devenir une laisse si les mauvaises mains tenaient l'autre bout. J'ai fermé le dossier et je l'ai mis sous la commode. Pas parce que j'en avais peur, mais parce que les choses lourdes ne devraient pas être laissées en évidence. Je suis allé au bureau, qui abritait autrefois mon bureau, une surface couverte de plans, de contrats et de photographies de ponts et de murs de soutènement. Le genre de projet sur lesquels les gens roulent sans jamais penser à qui a mesuré le béton armé. Le bureau avait disparu. À sa place, un fauteuil d'appoint était assis avec un coussin qui me conseillait de me détendre. J'ai souri pour moi-même, sans humour. « Détends-toi » est un mot que les gens vous lancent quand ils veulent que vous arrêtiez de poser des questions. J'ai posé ma main sur le mur où se trouvait le bureau et j'ai senti la légère crête de peinture qui avait été protégée par le bois pendant toutes ces années. La pièce se souvenait de moi. Pour l'instant, c'était suffisant. Dans le garage, l'air a de nouveau changé. Il sentait l'huile, les tontes de gazon et un été qui s'était terminé il y a 2 saisons. Les outils de jardinage étaient appuyés contre le mur, comme de vieux soldats attendant les ordres. Quelqu'un avait réarrangé mes clés d'une manière qui faisait une belle photo, mais n'avait aucun sens pratique. Je les ai remises en place en 3 gestes rapides. La mémoire musculaire se souvient de ce que l'esprit oublie quand il est occupé à survivre. Sur l'établi se trouvait un projet de mandat de vente, avec mon nom imprimé en bas. La ligne de signature était vierge, mais l'intention était claire. Je n'ai pas nourri ma colère. J'ai mis le papier de côté comme un morceau de bois qui pourrait devenir une marche ou du petit bois. Tous les outils ne sont pas faits pour construire. Certains sont faits pour brûler les ponts que vous n'auriez jamais dû traverser en premier lieu. Je n'étais pas encore prêt à décider de quoi il s'agissait. De retour dans la cuisine, j'ai fait du thé. Le café contenait un souvenir que je ne voulais pas goûter. Pendant que la bouilloire chauffait, j'ai fait glisser la fenêtre de la cuisine et j'ai laissé l'air de Mars entrer. 2 garçons jouaient à s'attraper la balle de l'autre côté de la rue, criant leur nom avec la certitude que mes fils avaient autrefois, la certitude que l'autre répondrait toujours. J'ai senti quelque chose se détendre dans ma poitrine. Pas le pardon, pas encore. Juste un petit changement, comme déplacer une chaise lourde d'1 centimètre pour qu'une porte puisse s'ouvrir complètement. La douleur est un professeur. Si vous arrêtez de la traiter comme un ennemi, elle s'assiera et vous dira des choses si vous gardez simplement votre voix basse et vos mains stables. J'ai porté ma tasse à la table. À côté de la brochure de l'agent immobilier se trouvait un porte-clés avec une petite maison en caoutchouc attachée, un gadget promotionnel d'un prêteur. J'ai roulé le caoutchouc souple entre mon pouce et mon index. Il s'est réchauffé, puis a refroidi. Je l'ai posé et j'ai glissé la brochure sous le registre. Certains papiers que vous gardez sur le dessus pour vous souvenir. D'autres que vous mettez en dessous parce que vous n'êtes pas là pour décorer votre chagrin. Vous êtes là pour le mesurer, puis décider comment l'utiliser.
La lumière tardive fait une chose spécifique dans cette maison. Elle s'incline sous l'arche de la salle à manger et atterrit sur une parcelle de sol qui a été poncée et revernie 2 fois depuis que les garçons sont petits. Ils ont appris à danser dans ce carré de lumière le soir du Nouvel An, quand Hélène faisait une playlist de chansons de voiture qui nous avait emmenés dans des endroits où nous n'avions pas les moyens de rester. Elle leur a appris à laisser le rythme frapper leurs épaules, descendre jusqu'à leurs genoux et rire de leur propre maladresse. Plus ils vieillissaient, plus ils dansaient lentement, jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent complètement et que le carré sur le sol redevienne juste du bois. Je me suis assis et j'ai laissé ce carré se remplir de souvenirs. La maison n'a pas discuté. Elle a offert des détails, de la manière dont un vieil ami offre des serviettes supplémentaires lors d'un pique-nique, l'odeur du produit à polir le bois qu'Hélène utilisait 1 fois par mois, que ce soit nécessaire ou non, la casserole avec une bosse qu'elle refusait de jeter parce qu'elle avait survécu à la fois où le chat l'avait fait tomber de la cuisinière. La porte d'entrée se fermait avec un bruit sourd et solide que l'on pouvait entendre jusqu'à la chambre du fond. J'ai senti la boussole dans la poche de ma chemise. Je l'ai sortie et je l'ai remontée d'un tour lent. Le son est revenu à la maison et à moi, d'une manière que je ne peux expliquer sans vous demander de vous asseoir très tranquillement et d'écouter avec moi. Tic. Ce n'était pas un ordre, c'était une permission. Quand Liam est revenu avec les courses, il est resté près de la porte plus longtemps qu'une personne n'en a besoin en mars. Il portait 2 sacs en papier et s'est raclé la gorge. Je lui en ai pris un pour que ses mains ne tremblent pas. Nous avons rangé les choses sans transformer la conversation en un concours. Il m'a demandé si j'aimais la nouvelle peinture. J'ai dit que la peinture n'est aussi honnête que ce qu'elle recouvre. Il a hoché la tête, le hochement de tête d'un homme qui entend des mots qui ne sont pas forts et sait qu'ils sont plus lourds que ceux qu'il était venu préparer à dire. Il a dit que Lucas passerait plus tard. J'ai dit que je me reposerais. Il a dit qu'il comprenait, et la façon dont il l'a dit m'a fait penser qu'il ne comprenait pas, mais qu'il voulait essayer. Parfois, le cadeau le plus généreux que vous puissiez faire à un homme est une phrase qu'il peut ramener à la maison et à laquelle il peut réfléchir sans perdre la face. Je lui en ai offert une. Nous parlerons quand nous serons tous les deux prêts à écouter. Il l'a prise comme on prend une clé à molette de quelqu'un qui sait de quelle taille vous avez besoin parce qu'il a travaillé sur le même moteur plus longtemps que vous. Il est parti et j'ai verrouillé la porte sans cérémonie. Le soleil a glissé plus bas et la lumière a accompli son dernier tour de la journée. Ce moment où chaque surface devient honnête et où chaque défaut lève la main. Dans cette honnêteté, je me suis assis dans le fauteuil près de la fenêtre et je me suis permis de considérer ce que j'avais évité depuis les soins intensifs. J'avais toujours cru qu'amour plus effort égale famille, que si vous êtes présent au match, que vous donnez la priorité au dîner, que vous réparez ce qui se casse et que vous tenez la ligne sur les mensonges, le calcul fonctionnera. Dans ce fauteuil, j'ai appris une nouvelle équation. Amour plus effort, plus limite égale dignité. Sans le 3e élément, vous ne faites que réarranger des chaises sur un bateau que quelqu'un d'autre est déjà en train de ramer vers le large. J'ai pensé aux hommes de mon âge qui m'appellent de leur garage, de leur Porsche et de leur voiture silencieuse, parce qu'ils ont des histoires qui ressemblent à la mienne. Ils parlent d'abus financiers envers les aînés. Et comment cela ne commence pas avec l'argent, mais avec le sentiment que tout leur est dû. Ils veulent savoir s'il y a un moyen de renverser la tendance sans noyer leur propre nom dans les dossiers judiciaires. Je leur dis qu'il y a une procédure régulière, et qu'il y a des défenseurs, et qu'il y a des lettres recommandées, et qu'il y a la communauté, et qu'il y a la loi. Et puis, il y a quelque chose de plus ancien que tout cela. Votre propre décision d'arrêter d'être traité comme un dossier. La pièce s'est assombrie. Je me suis levé et j'ai allumé la petite lampe dans le coin. L'abat-jour rendait la lumière chaude, de la manière dont une bougie peut donner à un repas bon marché le goût d'une promesse. Je suis retourné à la pile de cadres et j'ai repris la photo de mariage. J'ai soigneusement fait glisser le verre fissuré et j'ai brossé la poussière qui s'était accumulée dans le coin. J'ai remis la photo dans le cadre, sans le verre, et je l'ai posée sur la commode où la boussole pouvait tic-taquer à côté. Je n'avais aucun intérêt pour une image parfaite. Je voulais que l'air puisse toucher son visage. Le couloir apportait le son d'une portière de voiture, puis des voix. Liam et Lucas. Ils parlaient de cette manière tendue et feutrée que les hommes utilisent lorsqu'ils essaient de commander un navire en perdition sans que les passagers ne sentent la fumée. Leurs pas se sont arrêtés à la porte d'entrée. Je n'ai pas bougé pour les rencontrer.
non pas parce que je voulais être dramatique, mais parce que j'avais appris que certains types d'espoir ne doivent pas être précipités. J'ai laissé mes yeux retrouver le carré de lumière sur le sol. Il s'était estompé en une fine ligne, le genre de ligne qui vous dit qu'il est temps de fermer les stores ou de sortir et de se tenir dans la chaleur déclinante et d'être une personne qui sait comment terminer une journée. J'ai choisi de me tenir près de la fenêtre et de regarder ma rue trouver son soir. Un chien a décidé que la journée avait été offensante et l'a dit au ciel. Un adolescent en skateboard a dépassé quelque chose que lui seul pouvait voir. Un voisin plus âgé a rentré sa poubelle avec la dignité d'un homme qui a décidé de vivre assez longtemps pour assister à l'anniversaire d'un petit enfant qui ne se souviendra pas du gâteau, mais qui se souviendra qu'un grand-père a souri de tout son visage. J'ai pressé la boussole contre ma paume, laissant son rythme se disputer avec les rythmes plus petit et incertain de ma poitrine et gagné. Hélène se serait tenue à mes côtés et aurait fait une liste. Elle croyait que les listes pouvaient domestiquer les tempêtes. Elle aurait écrit « ce que nous savons, ce dont nous avons besoin et qui nous sommes ». Je n'écris plus beaucoup de listes. Je construis des échafaudages. J'enlève le poids de la poutre endommagée, je renforce le mur et j'attends que la structure durcisse. Les hommes de mon métier savent que précipiter un durcissement, c'est comme construire un effondrement. Alors je suis resté debout et j'ai décidé que cette maison ne serait pas mon piège et elle ne serait pas ma scène, elle serait mon témoin. La lune a pris sa place avec une autorité désinvolte. Les garçons n'avaient pas sonné, peut-être se disputaient-ils sur le porche, peut-être s'entraînaient-ils à présenter des excuses, peut-être faisaient-ils un nouveau plan avec le même vieux calcul. Je me suis détourné de la fenêtre et je suis retourné à la commode, où la photo et la boussole étaient assises comme deux vieux amis qui avaient gagné le droit de parler librement. J'ai posé le bout de mes doigts sur le bois, j'ai fermé les yeux et j'ai dit la seule prière que je connaisse qui ne nécessite pas de mots. J'ai dit la vérité à la pièce en silence. Le passé est beau quand je le laisse être. Le présent est honnête quand j'arrête de faire semblant. Le futur sera mien si je me souviens que les limites ne sont pas des murs. Ce sont des portes avec des serrures, des clés et des noms. La lumière du couloir s'est glissée sous la porte de la chambre en une bande brillante. Je me suis penché et j'ai ramassé la veste sur le lit, la remettant. Le tissu tombait bien. Il a redressé mes épaules dans un meilleur alignement. J'ai mis le registre en cuir dans la poche intérieure et la boussole à côté. Le temps et la mémoire, nichés près de l'endroit qui avait fait mal et qui maintenant tenait bon. Je me suis dirigé vers la porte et j'ai posé ma main sur la poignée, le laiton froid me stabilisant. Je n'allais pas m'expliquer ce soir. J'allais être moi-même. La maison avait changé de forme et j'avais changé avec elle. Ce n'est pas une défaite. C'est ainsi qu'une vie vous empêche de devenir un monument à une année que personne ne veut visiter. La lumière du couloir s'est glissée sous la porte de la chambre en une bande brillante. Je me suis penché et j'ai ramassé la veste sur le lit, la remettant. Le tissu tombait bien. Il a redressé mes épaules dans un meilleur alignement. J'ai mis le registre en cuir dans la poche intérieure et la boussole à côté. Le temps et la mémoire, nichés près de l'endroit qui avait fait mal et qui maintenant tenait bon. Je me suis dirigé vers la porte et j'ai posé ma main sur la poignée, le laiton froid me stabilisant. Je n'allais pas m'expliquer ce soir, j'allais être moi-même. La maison avait changé de forme et j'avais changé avec elle. Ce n'est pas une défaite. C'est ainsi qu'une vie vous empêche de devenir un monument à une année que personne ne veut visiter. Je savais que j'aurais besoin d'un avocat et que j'aurais besoin d'un plan et que je devrais me souvenir que la colère illumine une pièce mais ne la réchauffe jamais. Je savais que je ne paierais plus leurs factures pour ma propre suppression. J'ai ouvert la porte du couloir et la luminosité m'a fait plisser les yeux. Quelque part près de l'entrée, la lumière du porche s'est allumée parce que Liam avait remplacé l'ampoule la semaine dernière et avait mal réglé la minuterie. Cette petite incompétence m'a semblé être une gentillesse, la preuve que même les hommes qui complotent peuvent encore être humains. J'ai pris une lente inspiration et je l'ai expirée. L'air a traversé mon corps comme une promesse que j'avais l'intention de tenir. La boussole tic-taquait. La photo était sans son verre. Le canapé mis en scène gardait son angle. La nouvelle peinture essayait de se comporter comme de l'histoire. La maison et moi avions conclu un accord. Nous nous dirions la vérité, même si personne d'autre ne voulait encore l'entendre. Et alors que la dernière lueur du jour quittait le sol et que la pièce s'installait dans un silence plus profond, j'ai compris la leçon que les hommes plus âgés se chuchotent dans les parkings et les salles d'attente quand personne d'autre n'écoute. De beaux souvenirs rendent la trahison plus aiguë, oui, mais ils font aussi de vous une personne qui refuse de vivre à genoux. J'avais appris il y a longtemps que les vrais pièges de la vie ressemblent rarement à des cages. Ils ressemblent à des invitations.
Ils ressemblent à des documents avec des marges nettes et des polices polies. Ils ressemblent à des morceaux de papier qui disent « pouvoir » sur une ligne et « protection » sur une autre. Ce matin-là, assis au bord de mon propre lit, dans une maison qui ne respirait plus en rythme avec moi, j'ai ouvert le dossier en manille que j'avais mis de côté la veille. Je m'attendais à des factures, peut-être un devis d'entrepreneur, peut-être rien du tout. Ce que j'ai trouvé était pire. C'était là, une pile de papier surmontée de lettres en gras qui disaient « Procuration ». Mon nom était imprimé proprement en en-tête. Ma signature était griffonnée en bas. J'ai passé mon doigt sur le sceau en relief d'un notaire qui avait probablement pensé n'assister à rien de plus qu'un père donnant à ses fils une petite corde de secours. Le souvenir est revenu avec le poids d'un sédatif. Cette petite intervention chirurgicale 2 ans plus tôt, la morphine embrumant encore les bords de mes pensées. Liam se penchant sur moi, sa voix prudente, de la manière dont la voix d'un fils devient quand il veut que la main de son père bouge sans poser de questions. Juste pour l'assurance, papa. Juste par précaution. C'est l'histoire qu'il m'a racontée. Ma main avait tremblé. La signature portait la trace hésitante d'un homme essayant de faire confiance à ce qu'il aurait dû remettre en question. J'ai laissé le papier reposer sur mes genoux. La page ne criait pas. Elle chuchotait. Et ce chuchotement en disait plus que la colère ne le pourrait jamais. En soi, ce n'était qu'un formulaire. Mais entre les mains de fils désireux d'aller plus vite que le battement du cœur de leur père, c'était un pied de biche. Il a forcé la serrure de chaque choix que je pensais encore être le mien. J'ai porté le dossier sur la table de la cuisine. La maison était silencieuse, à l'exception du faible bourdonnement du réfrigérateur. J'ai étalé les papiers un par un, comme des preuves sur la table d'un tribunal. Décision médicale, décision financière, vente de biens immobiliers. La liste continuait. Ma signature me fixait comme un témoin que je ne pouvais pas discréditer. Chaque droit que je pensais avoir gardé avec obstination avait été transféré en un après-midi où les analgésiques avaient brouillé mes défenses. J'ai pensé aux années que j'ai passées à enseigner aux jeunes architectes que les mesures n'étaient pas des suggestions. 1 centimètre négligé aujourd'hui deviendrait une fondation fissurée demain. Et me voilà, un homme qui se targuait de précision, fixant son propre nom signé sur la ligne pointillée sans un souvenir clair d'avoir donné son accord. La précision défaite par la confiance. C'était la mesure la plus cruelle de toutes. Liam est entré du porche avec le bruit d'un homme essayant de paraître décontracté. Sa tasse de café fumait encore. Il s'est arrêté quand il a vu les papiers étalés sur la table. Ses yeux bougeaient trop vite, comme une personne cherchant une sortie dans une pièce, avec une seule porte. Il a posé la tasse et s'est raclé la gorge. « Papa, on essayait seulement d'être pratique. Les factures devaient être payées. L'hôpital coûtait cher. On ne voulait pas t'accabler. » Je l'ai regardé et j'ai laissé le silence parler. Pratique. C'est le mot qu'il a choisi, et il s'est assis entre nous comme un voleur bien habillé. Le sens pratique a fait plus de mal dans ce monde que la méchanceté pure et simple. Il porte une cravate. Il sourit. Il vous dit que tout est sous contrôle tout en vous retirant les meubles de sous votre vie. Liam a changé de pied. Ses doigts tapotèrent la tasse. Il l'a répété, plus doucement cette fois, comme si la répétition pouvait en faire une vérité. C'était juste pratique. J'ai pensé à Hélène dans nos premières années ensemble, quand nous devions étirer chaque euro jusqu'à ce qu'il implore pitié. Elle m'a dit un jour que le sens pratique était bien pour acheter des pommes de terre, mais qu'il ne devrait jamais décider de la forme de votre famille. J'ai presque souri en y pensant. Presque. J'ai rassemblé les papiers dans le dossier et je l'ai fermé. Le rabat a fait un bruit sourd, plus lourd que le papier ne le devrait. Un piège ne se referme pas bruyamment. Il s'installe. J'ai fait glisser le dossier à l'autre bout de la table, pas caché, juste mis de côté pour plus tard, comme du bois que je couperais quand la lame de la scie serait plus affûtée. Liam m'a demandé si j'étais en colère. La colère est bon marché. Elle se dépense trop vite et vous laisse vide quand vous avez le plus besoin de force. Je lui ai dit que j'avais besoin de me reposer. Il a hoché la tête trop rapidement, un homme reconnaissant de quitter un tribunal sans sentence. Il a dit qu'il passerait plus tard, peut-être apporter quelque chose pour le dîner. Ses pas ont descendu le couloir et sont sortis par la porte d'entrée. La maison a expiré de soulagement. J'ai attrapé le registre en cuir dans la poche de ma veste. La couverture était usée et lisse après des années d'utilisation.
À l'intérieur se trouvaient les mots de passe, les comptes, les détails que j'avais toujours protégés. Le smiley de travers de Liam était sur la première page, dessiné il y a des années. Ce garçon était parti maintenant, remplacé par un homme qui pensait qu'un parent était un inventaire à gérer. Mais le registre était toujours le mien. Ma main y écrivait encore. Mon contrôle vivait là, dans une encre que personne ne pouvait contrefaire. J'ai pensé à David, l'infirmier des soins intensifs, me disant que j'avais fait peur à tout le monde. Il ne savait pas qu'il avait tort. Les personnes qui auraient dû avoir peur de me perdre étaient occupées à réserver des chambres avec vue sur l'océan. La seule personne qui avait vraiment eu peur dans cet hôpital, c'était moi, fixant un mot qui disait « Bahamas ». La peur n'est pas une faiblesse quand elle vous apprend à qui faire confiance. Le dossier sur la table était un rappel que la trahison ne vient pas toujours avec des voix élevées ou des portes claquées. Parfois, elle vient en paragraphes soignés et en sceaux de notaire. Elle vient au nom de l'efficacité. Elle vient déguisée en bon sens. Et c'est celle-là qu'il faut surveiller de plus près. Je me suis levé et je suis allé dans le salon. La pile de photos encadrées était toujours sur le sol. J'en ai pris une autre, une photo de Lucas à sa remise de diplôme du lycée. Il se tenait droit, sa toque de travers, un large sourire sur le visage. Je me suis souvenu de la façon dont il m'avait regardé ce jour-là, comme si j'avais construit la scène juste pour lui. J'avais applaudi jusqu'à ce que mes paumes me fassent mal. J'avais cru que si un homme est présent, ses fils s'en souviendront. J'ai reposé la photo, le verre reflétant la pièce qui avait été mise en scène pour des étrangers. Je me suis assis dans le fauteuil qui était orienté vers le mur nu et j'ai pensé à la façon dont la trahison se cache souvent dans les plus petits caractères. Les hommes de mon âge le savent mieux que la plupart. Nous avons signé des prêts immobiliers, des polices d'assurance et des contrats avec des clauses nichées dans les marges. Nous savons à quel point il est facile de manquer la seule ligne qui vous coûte tout. C'est pourquoi je gardais le registre. C'est pourquoi je lisais toujours les choses 2 fois. Et c'est pourquoi je ne laisserai pas un après-midi brumeux effacer une vie de vigilance. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Je pouvais entendre l'horloge dans le couloir tic-taquer en même temps que la boussole dans ma poche. Tic, tic. 2 rythmes. L'un fragile, l'autre stable. Je me suis levé. J'ai glissé le dossier dans le tiroir du haut de ma table de chevet et je l'ai verrouillé. Puis, j'ai placé le registre sur la table de chevet où ma main pouvait le trouver. Les symboles comptent. Un tiroir verrouillé me disait que le piège était réel. Un registre me disait que la sortie m'appartenait toujours. Quand les hommes parlent de trahison, ils imaginent souvent la violence ou les cris. Mais la trahison la plus profonde vient déguisée en raison. Un fils a dit que c'était juste pratique, une signature recueillie dans un brouillard, un document plié proprement dans un tiroir. C'est la trahison qui coupe le plus profondément car elle vous convainc, un instant, que vous avez consenti à votre propre effacement. Je me suis tenu près de la fenêtre alors que le soleil se déplaçait de l'autre côté de la rue. Des enfants riaient dans un jardin, un chien aboyait et la vie continuait sans cérémonie. J'ai réalisé alors que ma vengeance ne viendrait pas dans la colère. Elle viendrait avec la patience. Elle viendrait en lisant chaque ligne, en stockant chaque preuve et en laissant le sens pratique se révéler comme la fraude qu'il était vraiment. J'ai pressé la boussole dans ma paume jusqu'à ce que ses bords marquent ma peau. Le temps a toujours été le seul héritage qui compte. Hélène avait raison sur ce point. Mes fils pouvaient contrefaire mon nom, mais ils ne pouvaient pas contrefaire mon rythme cardiaque. Ils ne pouvaient pas contrefaire la façon dont le temps tient son propre registre. Alors que la lumière s'estompait, j'ai fermé les stores et je me suis assis de nouveau à la table de la cuisine. Le dossier était caché maintenant, mais pas oublié. La trahison ne disparaît pas quand on la met dans un tiroir. Elle attend, et j'attendrai aussi, avec une boussole, un registre et une patience que personne n'avait prévue. Parce que l'homme le plus dangereux n'est pas celui qui crie, c'est celui qui attend tranquillement, mesurant chaque centimètre, jusqu'au jour où la vérité elle-même est trop lourde pour être ignorée. Et ce jour avait déjà commencé. La première fois que l'iPad s'est allumé sur le comptoir, j'ai failli l'ignorer. L'habitude me disait que les écrans clignotants appartiennent aux hommes plus jeunes, pas aux pères qui écrivent encore des rappels dans des carnets à spirale. Mais l'habitude m'avait déjà trahi une fois, quand j'avais signé sans lire, quand j'avais fait confiance sans vérifier. Alors, j'ai tendu la main sur le comptoir et j'ai effleuré le bord de l'écran avec mes phalanges. Le verre s'est illuminé et à ce moment-là, j'ai appris que la trahison a de nombreux dialectes. Parfois, c'est une signature contrefaite.
Parfois, c'est le silence près de votre lit d'hôpital. Et parfois, c'est un message délivré en lettres propres et sans empattement. L'objet du message disait « La maison est mise en vente lundi. Si papa n'est pas rentré, lancez la procédure d'admission. » L'expéditrice était Sophie. Pas de salutations, pas de faux-semblants, juste des affaires, écrites sur le ton de quelqu'un qui planifie un service de VTC ou commande des meubles de jardin. Admission. Ce mot s'est logé en moi comme une écharde. Les hôpitaux parlent d'admission. Les experts en assurance parlent d'admission. Les étrangers qui traitent des dossiers d'étrangers utilisent ce mot. Pas la famille, pas le sang, pas une belle-fille qui m'a un jour embrassé sur la joue à Noël et m'a dit qu'elle était reconnaissante de la façon dont j'avais appris à Lucas à être stable. J'ai relu la phrase, plus lentement cette fois. Si papa n'est pas rentré. Les mots supposèrent mon absence aussi nonchalamment que la météo suppose que la pluie tombera. Pas une question, pas une prise de nouvelles, une déclaration déguisée en logistique. L'iPad brillait dans la cuisine sombre comme un témoin sans loyauté. Il me montrait la vérité sans se soucier de savoir si je la voulais. Je suis resté là pendant un long moment, le bourdonnement du réfrigérateur remplissant le silence. Pratique, c'était le mot de Liam. Admission, c'était celui de Sophie. Chacun plus froid que le précédent. La trahison porte des couches, comme des vêtements d'hiver. Plus on pèle, plus il fait froid. J'ai posé l'iPad et j'ai appuyé mes 2 mains à plat sur le comptoir. La pierre était froide et indifférente. Mon reflet fantomatique m'est revenu du bord noir de l'écran. Un homme qui avait survécu à 9 secondes de néant pour revenir à une famille qui parlait de lui en formulaire d'admission. Cette ironie aurait dû me briser. Au lieu de cela, elle m'a endurci. Cette nuit-là, la maison était calme, trop calme. Liam était parti avec sa tasse de café. Lucas n'était pas encore rentré. Les stores étaient à moitié ouverts, laissant entrer un carré de lumière de lampadaire qui s'étalait sur le sol comme un avertissement. Je me suis assis à la table, l'iPad toujours allumé, le dossier avec la procuration enfermée mais jamais hors de portée, le registre à côté de moi comme un battement de cœur que je pouvais contrôler. Vers minuit, j'ai entendu le faible bruit d'une charnière de porte, du genre qui ne se plaint que lorsque quelqu'un essaie trop fort d'être silencieux. Des pas, une voix basse, la voix de Lucas, étouffée par la demi-cloison entre le bureau et la cuisine. Il était au téléphone. J'ai saisi la forme de ses mots, même si les murs essayaient de les retenir. Il a dit le mot « stabiliser ». Il a dit « conscient maintenant ». Il a dit « je pensais que tu voudrais peut-être savoir ». Et puis une pause assez longue pour goûter le rejet à l'autre bout du fil. Finalement, il a soupiré par le nez, de la façon dont Hélène le faisait quand une recette brûlait. Le téléphone a cliqué contre son socle. J'ai fermé les yeux et je l'ai imaginé dans le couloir des soins intensifs, parlant sur ce même ton bas, espérant que l'autre bout de la ligne apporterait du soulagement pour ne trouver que de l'indifférence. Je me suis demandé qui il avait appelé. Liam, très probablement. Peut-être Sophie. Qui que ce soit, ils avaient fait une pause assez longue pour envoyer un message plus clair que n'importe quelle phrase. Ma survie était un inconvénient. Je me suis adossé à la chaise et j'ai laissé le silence revenir en force après l'appel. Les machines des soins intensifs m'avaient chanté une chanson autrefois. Maintenant, la maison chantait la sienne. Le chauffage a cliqué. Le réfrigérateur a fait son cycle. Un faible tic-tac venait de l'horloge du couloir. Chaque son disait ce que les personnes les plus proches de moi avaient refusé de dire. « Tu es toujours là ». Le matin, l'email restait sur l'écran comme une tâche. Je l'ai lu une fois de plus. « Si papa n'est pas rentré ». Le mot « rentrer » coupait plus fort que « admission ». Il ne me déplaçait pas seulement dans un établissement, il me déplaçait hors de moi-même, hors des pièces qu'Hélène avait peintes de ses propres mains, hors des rainures de la table de la salle à manger, creusées par des garçons qui croyaient autrefois que leur père pouvait tout réparer, hors de la seule preuve restante que j'avais été plus qu'une entrée sur un dossier d'hôpital. Le rythme de cette matinée a ralenti jusqu'à l'immobilisme. J'ai fait du café, et il avait un goût métallique, comme l'air de l'hôpital. J'ai beurré du pain grillé et j'ai mâché sans goûter. Je me suis assis à la table et j'ai fixé le carré de lumière sur le tapis jusqu'à ce qu'il se déplace et aille dans une autre pièce, vieillissant avec les heures. La trahison a une façon de déformer le temps. Les secondes s'étirent. Les minutes rampent. Vous les comptez non pas pour mesurer la journée, mais pour vous rappeler que c'est toujours vous qui comptez. Liam est entré tard ce matin-là avec un sac de courses. Il les a posés sur le comptoir et a demandé si je voulais des céréales ou des œufs. Son ton était prudent,
de la manière dont les hommes parlent quand ils sentent que le sol sous leurs pieds a changé, mais qu'ils ne savent pas encore pourquoi. Je lui ai dit que les œufs iraient bien. Il s'est affairé à la cuisinière, le dos tourné, comme si cuisiner pour moi pouvait effacer le mot « admission ». Je n'ai rien dit. Le silence est plus lourd que la colère quand il est utilisé correctement. Il a rempli l'air de petites phrases sur le temps, sur la nouvelle voiture d'un voisin, sur le fait que le vol de Lucas avait de nouveau été retardé. Il n'a pas mentionné l'iPad, il n'a pas mentionné l'email. Il a glissé une assiette devant moi avec des mains qui tremblaient plus qu'une poêle chaude ne pouvait le justifier. J'ai pris ma fourchette et j'ai pris une bouchée. Les œufs étaient trop cuits. Ce n'était pas la trahison, c'était juste la vie. Mais le silence entre nous était un canyon et il le savait. Il a demandé si je voulais qu'il reste. J'ai dit non. Il est parti la tête basse. Quand la porte s'est fermée, j'ai repoussé l'assiette. La faim n'était pas la douleur en moi, c'était la perte. Pas la perte de nourriture ou de confort, ou même de la maison elle-même. La perte de reconnaissance, la perte du lien qui aurait dû arrêter une phrase comme « lancer la procédure d'admission » avant même qu'elle ne soit tapée. J'ai porté l'iPad dans la chambre et je l'ai placé à côté de la boussole. 2 symboles d'époques différentes. L'un tic-taquait fidèlement, portant la mémoire dans chaque balancement de son aiguille. L'autre s'illuminait de lettres froides qui réduisaient un père à un dossier, passé et présent, côte à côte. Tous deux vrais. À moi de décider quoi en faire. Ce soir-là, alors que le soleil saignait d'or à travers les stores, j'ai de nouveau traversé la maison, le canapé mis en scène, le rectangle pâle sur le mur, le faible cercle dans la moquette où se dressait autrefois un arbre. Chaque détail me disait la même chose. Ils avaient déjà commencé à m'effacer. L'email n'était pas le début, c'était la confirmation. Je me suis arrêté dans la chambre d'amis, à moitié mise en scène pour la photo d'un agent immobilier. 3 sacs de dons étaient appuyés contre le mur. J'en ai ouvert un. Ma veste, celle qu'Hélène m'avait achetée l'hiver où le chauffage était tombé en panne, me fixait, pliée proprement, étiquetée pour être enlevée. Admission pour mes vêtements, admission pour ma maison, admission pour ma vie. Il me traitait pièce par pièce. J'ai fermé le sac et je me suis assis sur le lit. Les ressorts ont grincé sous mon poids. J'ai pressé la boussole contre ma poitrine et j'ai écouté. Son tic-tac était régulier. Ma respiration le suivait. Admission était peut-être leur mot, mais survie était le mien. La leçon s'est installée tranquillement, comme la sagesse le fait souvent pour les hommes de mon âge. La famille n'est pas définie par qui partage votre nom. Elle est définie par qui partage votre silence, quand ce silence pèse plus que les mots. L'email de Sophie m'avait dit ce que j'avais besoin de savoir. Mes fils avaient échangé un père contre un passif. Ma belle-fille avait échangé le respect contre l'efficacité. Ils avaient transformé le sang en travail social. Et j'ai réalisé alors que ma vengeance ne serait pas une question de rage. La rage brûle trop vite. Ma vengeance serait une question de patience, de preuve, de laisser leurs propres mots flotter dans l'air, jusqu'à ce que même eux ne puissent plus les nier. Admission ne serait pas ma fin, ce serait le début d'un dossier. Cette nuit-là, alors que la maison s'installait dans son rythme tranquille, l'iPad a de nouveau sonné. Une autre notification. Le son était aigu contre le silence, comme un coup de marteau dans un tribunal. Je ne l'ai pas pris tout de suite. Je l'ai laissé résonner dans la cuisine sombre. La lueur s'est répandue sur le comptoir comme une fusée éclairante, illuminant chaque coin d'une pièce qui avait autrefois contenu des rires et qui contenait maintenant un jugement. Je l'ai finalement pris. Un autre email. Court. Direct. De Sophie encore. Nous devrons parler des comptes. Compte. Admission. Pratique. Chaque mot s'empilait comme une brique dans un mur que je n'avais pas demandé. Mais les murs peuvent être escaladés. Et j'avais le temps. Plus de temps qu'il ne le croyait. J'ai posé l'iPad à côté de la boussole et du registre. 3 symboles. 3 armes. Le temps. La vérité. Et la patience. La pièce s'est assombrie autour de moi, mais ces 3-là brillaient d'un éclat constant. Quand je me suis enfin couché pour dormir, la dernière chose que j'ai entendue n'était pas le bourdonnement des machines ou la sonnerie des notifications. C'était la boussole, tic-tacant fidèlement, me rappelant que tant qu'elle bougeait, je n'avais pas encore été réduit à une admission. Et dans ce silence, je me suis promis, ils apprendront la différence entre de la paperasse et un homme qui refuse d'être traité comme un dossier. Fin de l'histoire.